If Triple H asked you to jump off a bridge, would you? Because I think that would be good for business. You want to see the text message my little sister, she'll send me. OMG, Kevin Nash, WTF, thought he was dead, LOL. Décembre 2025, Kevin Nash s'installe derrière le micro de son podcast Click This et décide une nouvelle fois de parler de CM Punk. Il dit que Punk est lent, que ses coups ressemblent à ceux d'un homme qui a fait son temps, que Bron Breakker devrait lui prendre son titre. Nash, l'homme qui a cofondé le NWO, qui a régné sur la WCW, qui a imposé sa loi dans les vestiaires de la WWF pendant des années, repart en guerre contre le champion et Punk, sans prononcer un seul mot en public, répond à sa façon. Lors d'un house show quelques jours plus tard, il enlève son t-shirt devant le public pour révéler un deuxième t-shirt en dessous. Le public explose de rire. Nash répond sur X en lui conseillant d'aller à la salle de sport. Mais derrière cet échange comique en 2025 se cache une histoire bien plus lourde, une tension qui remonte à 2011, une feud bâclée, un match qui n'a jamais eu lieu, des rancœurs réelles de part et d'autre, et une vérité que Punk a toujours portée sans jamais complètement l'exposer au grand jour. Kevin Nash représente tout ce qu'il déteste dans ce milieu. Philip Jack Brooks naît le 26 octobre 1978 à Chicago, en Illinois. Son père Daniel est électricien et lutte contre l'alcoolisme. Sa mère Harriet souffre de troubles bipolaires. CM Punk grandit à Locke dans la banlieue de Chicago, dans un foyer instable. Et c'est précisément cette instabilité qui forge son identité. Il adopte le mode de vie straight edge, sans alcool, sans drogue, sans tabac, pas comme un gimmick ou un personnage, mais comme une réponse directe au chaos de son enfance. Il commence sa carrière de catcheur en 1997 sur le circuit indépendant du Midwest dans des salles minuscules devant des dizaines de personnes pour des cachets parfois ridicules. Il rejoint la Ring of Honor en 2002, y devient champion du monde et construit sa réputation avec un style de travail et une philosophie du ring qui ne ressemblent à rien d'autre de son époque. En 2005, il signe avec la WWE. Il fait ses débuts sur ECW, le show ressuscité où il devient champion en 2007. Il monte ensuite sur SmackDown puis sur Raw, accumulant les titres et les moments marquants. En juin 2009, il remporte le Money in the Bank à WrestleMania 25 et encaisse son contrat sur Jeff Hardy pour devenir champion du monde poids lourd. Il joue le méchant straight edge qui impose son mode de vie aux autres, l'un des rôles de heel les plus cohérents et les mieux construits de toute cette époque. Puis la pipe bomb de 2011 le transforme en quelque chose d'entièrement nouveau. Pas un méchant, pas un héros, mais un homme qui dit simplement la vérité. Il devient champion de la WWE à 2 reprises, dont un règne de 434 jours à partir de novembre 2011, qui est encore aujourd'hui le plus long de l'ère moderne de la compagnie. Il n'a jamais rien eu facilement, Chaque titre, chaque moment de gloire, il est allé le chercher avec les mains. Et c'est précisément pour ça que le personnage de Kevin Nash l'irrite profondément. Kevin Nash, lui, représente une époque et une culture que Punk a passé sa carrière à combattre. Le Clique, cette alliance informelle entre Shawn Michaels, Triple H, Nash, Scott Hall et Sean Waltman, a exercé dans les années 90 une influence considérable sur les coulisses de la WWF. Leur dernier grand coup d'éclat collectif avait été le Curtain Call du 19 mai 1996 au Madison Square Garden, quand les 5 membres s'étaient enlacés en plein milieu du ring après le départ de Hall et Nash pour la WCW, brisant le 4e mur à une époque où personne ne faisait ça. Vince McMahon avait sévèrement puni Triple H pour cet incident, mais l'essentiel du groupe était déjà en WCW. Ce genre de geste, faire ce qu'on veut parce qu'on est protégé par le groupe, définit exactement ce que Punk combat. Ce n'était pas une faction à l'écran. C'était un groupe de catcheurs qui utilisaient leur position et leur connexion pour protéger leur spot, freiner les montées de ceux qu'ils n'aimaient pas et influencer les décisions créatives à leur avantage. Nash était au cœur de ce système. Grand, charismatique, doté d'une présence indéniable, il avait obtenu des positions de champion principal dans la WWF, autant grâce à ses connexions qu'à son niveau technique dans le ring. Punk a toujours incarné l'opposé exact de cette philosophie. Pour lui, le respect se gagne dans le ring, pas dans les bureaux. Les connexions ne devraient pas remplacer le mérite. Et quand un homme comme Nash, qui symbolise précisément ce système, arrive dans son histoire et lui coûte le titre du monde, la réaction de Punk ne peut être que violente.
Nous sommes le 14 août 2011 au Center de Los Angeles lors de SummerSlam. CM Punk et John Cena se retrouvent dans un match pour unifier les deux titres de champion de la WWE qui coexistaient temporairement. C'est une continuation directe du Summer of Punk, cette période explosive déclenchée par la pipe bomb du 27 juin 2011 à Las Vegas lors du dernier Raw avant le pay-per-view Money in the Bank. Ce soir-là, Punk s'était assis en tailleur au bord du ring, micro en main, avec son contrat qui expirait dans 3 semaines et il avait tout remis en question. La direction de la WWE, le traitement des talents, la culture des anciens boys qui contrôlaient tout. Il avait nommé Triple H, Stephanie McMahon, John Laurinaitis. Il avait évoqué Paul Heyman et Ring of Honor d'une façon que la WWE n'autorisait pas. Il avait dit ce que les catcheurs pensaient dans les couloirs depuis des années, mais ne disaient jamais en caméra. Le résultat avait été immédiat et électrique. Des audias en hausse, des t-shirts vendus par centaines de milliers et une crédibilité de rebelle authentique que personne ne pouvait lui retirer parce qu'il avait dit la vérité. Le Money in the Bank le 17 juillet à Chicago, devant son public, il avait quitté la compagnie champion en titre, son contrat expiré. Le monde du catch s'était arrêté de respirer pendant 3 semaines avant qu'il ne revienne et que son duel avec Cena atteigne ce point culminant à SummerSlam. Ce soir-là, à SummerSlam, Punk bat Cena et devient champion incontesté. La salle est debout. C'est peut-être le point le plus haut de toute sa carrière et c'est à ce moment précis que Kevin Nash descend l'allée. Nash, que personne n'avait vu à la WWE depuis des années, entre dans le ring et place un jackknife powerbomb sur Punk encore épuisé par son combat contre Cena. Alberto Del Rio, qui avait son contrat Money in the Bank en poche depuis WrestleMania 27, saisit l'occasion, il encaisse, il couvre Punk, il devient champion. En 2 minutes, le moment le plus fort du Summer of Punk vient d'être soufflé par Nash et Del Rio, et Punk le sait immédiatement, ce n'est pas un hasard. L'angle du SMS, ce que la WWE présente comme la mécanique de l'attaque de Nash, est l'un des plus alambiqués et des plus mal exécutés de l'histoire récente de la compagnie. La résolution du mystère du texte révélé lors d'un épisode de Raw est particulièrement embarrassante. Il est établi que c'est Nash lui-même qui s'était envoyé le SMS, une pirouette narrative qui ne tient pas 30 secondes à l'analyse. Les fans qui suivaient le show en ligne réagissent avec incrédulité. Punk lui-même, dans ses interviews ultérieures, évoquera cette période comme emblématique du type de créativité approximative que la WWE produisait à l'époque et qui rendait si difficile de construire quelque chose de cohérent et de durable. Nash prétend avoir reçu un message texte d'un numéro inconnu lui ordonnant d'attaquer le champion après son match. Punk accuse Triple H en promo sur Raw, convaincu que son nouveau patron est derrière tout ça. Nash est résigné par John Laurinaitis dans la foulée. Un match est annoncé entre Nash et Punk pour Night of Champions le 18 septembre 2011 à Buffalo, dans l'État de New York. Et puis tout part en vrille d'une façon que Nash lui-même expliquera des années plus tard sur son podcast Click This. Punk coupe une promo sur Raw et dit quelque chose hors script sur Triple H et Stephanie McMahon, une pique non autorisée sur la femme de son patron, qui est aussi la fille de Vince McMahon et la co-dirigeante de la compagnie. Triple H entre dans une rage noire et selon Nash, qui raconte l'épisode en février 2026 sur son podcast, Triple H lui aurait dit directement « Tu ne te bats pas contre Punk, c'est moi qui le bats et je vais le battre ». Il était aussi furieux que ça. Le match Nash contre Punk est annulé. Nash, qui souffre également d'une blessure au genou, se retrouve sans programme clairement défini. Le main event de Night of Champions devient Triple H contre CM Punk et Triple H gagne avec l'aide de Nash dans un finish surchargé qui fait intervenir The Miz, R-Truth et Laurinaitis. La fenêtre de Punk se referme et Nash est perçu par Punk non pas comme une coïncidence malheureuse, mais comme un instrument de la vieille garde. Ce qui se passe ensuite sur les écrans est révélateur de la vraie nature de leur conflit. Punk coupe une promo cinglante sur Nash lors d'un épisode de Raw. Il dit que sa sœur lui a envoyé un SMS en pensant que Nash était mort depuis des années. Une pique cruelle et précise, destinée à souligner l'irrélevance de Nash dans le catch de 2011. Nash, lui, bouillonne. Il dira sur son podcast Click This que ce qu'il a le plus mis hors de lui dans cette période, ce n'est pas le contenu des promos de Punk, mais la façon dont il s'y est pris.
Il dit textuellement « Je t'ai coûté le titre mondial et tu restes à 75 mètres de moi dans le couloir et tu me fais une attaque verbale, tu ne viens pas me voir physiquement. Après tout ce que je t'ai fait, tu t'arrêtes au verbal ?» Il ajoute que c'est le comportement d'un douchebag, de quelqu'un qui est allé en dehors du script et qui ne mérite pas le respect du vestiaire. Nash conclut « À cause de ça, Punk n'ira jamais au Hall of Fame parce qu'il est allé en business pour lui-même. » Cette conclusion de Nash est révélatrice de la déconnexion totale entre les deux hommes. Pour Punk, dire la vérité même non scriptée est une vertu. Pour Nash, enfreindre le script est la pire des trahisons professionnelles. La tension entre les deux hommes reste latente pendant des années, mais elle n'est jamais vraiment absente. Nash continue de commenter publiquement les matchs de Punk, ses prises de position, ses choix de carrière. Il le fait souvent avec ce ton à la fois jovial et tranchant qui lui est propre, un ton qui permet de toujours nier la méchanceté en prétendant simplement analyser. En 2023, après le retour de Punk à la WWE au Survivor Series à Chicago, Nash dira sur Click This que la façon dont Punk avait salué le public à son entrée ne lui ressemblait pas, que pour quelqu'un qui avait été si pipe bomb, l'attitude semblait trop calculée, trop convenue. Nash avait ajouté qu'il n'avait aucun bœuf avec Punk, qu'il s'amusait juste à analyser. Cette posture d'analyste neutre tout en décochant des flèches précises est exactement le genre d'approche que Punk a toujours trouvé intellectuellement malhonnête. Elle ne disparaît pas avec le départ de Punk de la WWE en janvier 2014, ni avec son passage à l'AEW, ni avec son retour à la WWE en novembre 2023. Elle refait surface régulièrement, alimentée par les prises de position publiques de Nash, qui ne rate jamais une occasion de commenter les performances ou les choix de Punk. Et le 22 décembre 2025, lors d'un épisode de Raw où Punk fait équipe avec Rey Mysterio contre Austin Theory et Bronson Reed, Nash repart à l'attaque. Cette fois, le prétexte est vestimentaire. Punk porte un t-shirt pendant ce match télévisé. Nash, sur Click This, si tu es champion de la WWE et que tu te bats en t-shirt, aïe, ses coups sont lents. Il est lent, je pense qu'il est fini. Bron devrait le battre. Punk champion depuis le 1er novembre 2025, date à laquelle il avait battu Jey Uso lors du Saturday Night's Main Event pour le titre mondial, se retrouve à nouveau dans le viseur de son vieil ennemi. Sa réponse est un chef-d'œuvre de communication silencieuse. Lors d'un house show dans les jours qui suivent, il enlève son t-shirt pendant son entrée sous les applaudissements du public et quand la foule s'attend à le voir avec le torse nu, il révèle un deuxième t-shirt en dessous. Puis il regarde le public avec un sourire. L'arène rit, les réseaux sociaux s'enflamment. Nash réagit sur X en lui conseillant d'aller à la salle de sport. Et Punk, dans une interview avec comingsoon.net, clarifie enfin la situation avec une précision caractéristique. Il dit qu'il n'avait pas compris la critique initiale parce qu'il ne porte jamais de t-shirt lors de ses défenses de titre officielles. Il précise que le match télévisé du 22 décembre était un tag team match en cours de show, pas une défense de titre, et qu'il a porté cette tenue pour faire rire ses partenaires de ring parce que lors d'un déplacement sur la route, loin de sa femme à Gilly et de leur maison à Chicago, ce qui compte c'est de maintenir une ambiance positive dans le vestiaire. Il dit « Quand je suis en house show, c'est à propos de s'amuser. Si les fans nous voient nous amuser, eux aussi s'amusent. » Il conclut son commentaire sur Nash avec une ironie douce, amère. Mais merci, t'as raison, cette façon de répondre, calme, factuelle, légèrement moqueuse, est peut-être la meilleure illustration de pourquoi Punk a toujours eu la main dans son rapport à Nash. Nash fonctionne dans l'émotion, dans la provocation, dans la culture de l'intimidation physique et du rapport de force. Punk fonctionne dans la précision, dans la narration, dans la capacité à retourner une attaque sans en avoir l'air. Et le 18 avril 2026, lors de la cérémonie du Hall of Fame de la WWE à Las Vegas, des images captées dans la salle montrent les deux hommes se serrer la main et s'embrasser. Le geste est sobre, sans déclaration officielle des deux côtés. Nash avait dit en février 2026 lors de son podcast que dans ce business, quand il faut gagner de l'argent et faire de la musique ensemble, les tensions se dissolvent rapidement. Une façon d'enterrer la hache sans jamais vraiment la nommer. Il y a une dernière chose qui mérite d'être dite sur cette histoire. Quand Nash et Punk se serrent dans les bras au Hall of Fame en avril 2026, c'est une image qui ressemble à une fin,
Mais les fins dans le catch professionnel sont rarement définitives. Nash aura bientôt une nouvelle critique à formuler, Punk aura bientôt une nouvelle façon de ne pas y répondre directement, tout en y répondant parfaitement. Parce que c'est la nature de leur rapport, deux hommes qui se respectent probablement bien plus qu'ils ne l'admettent, mais qui représentent des visions si fondamentalement opposées du catch et de ses règles non écrites qu'ils ne pourront jamais vraiment coexister en paix. Ce que l'histoire de CM Punk et Kevin Nash raconte, au fond, c'est quelque chose qui dépasse largement leur conflit personnel. C'est l'histoire d'une industrie qui a longtemps fonctionné sur la culture des anciens boys, des connexions, des poignées de main dans les couloirs qui décidaient, qui montaient et qui descendaient. Nash incarne cette culture dans tout ce qu'elle a produit de grand, le NWO, des titres mondiaux, une présence iconique, et dans tout ce qu'elle a de frustrant pour ceux qui n'en faisaient pas partie. Punk incarne le refus de cette culture, la conviction que le ring doit être le seul juge, que le mérite doit primer sur l'appartenance à un cercle. Ces deux philosophies sont incompatibles et c'est pour ça que leur tension ne disparaît jamais vraiment, même quand les deux hommes se serrent dans les bras lors d'une cérémonie. Nash est dans le Hall of Fame depuis 2015. Punk, malgré son règne de 434 jours, malgré son impact sur toute une décennie du catch mondial, n'y est toujours pas. Et quelque part, même sans une seule déclaration de sa part sur ce sujet précis, on imagine ce que Punk en pense.